Ce sont des gens insinuer extrêmement qu'on aurait un sérieux, traitement et qu'on ne traite pas les gens, c'est là où on est dans la démagogie et dans le populisme. C'est pourtant le cas, Madame donc on a un traitement et on a décidé de Je sais que pas ça fait soigner. peut-être dissonance cognitive chez vous, mais c'est exactement le cas. On a des traitements, on ne les utilise pas. Donc vous nous dites que les politiques ont décidé de laisser mourir les Français parce qu'ils ont un intérêt, que vous allez peut-être nous énoncer, et qu'on a un traitement qu'on ne l'utilise pas, donc on laisse mourir les Français, on confine le pays, on ruine les gens volontairement, selon vous. C'est ça vos propos. Vous faites un merveilleux résumé. C'est ça ? Il se passe... Vous nous confirmez ça ? On va même... Parce que ce sont des molécules les Français, chères. En fait, c'est ça ? Vous dites que les politiques tuent les Français. Je pense que M. Philippot, par ses propos, vous montrez aujourd'hui qui vous êtes. Professeur, et on avance, s'il vous plaît. Insinuer ça, c'est... Professeur, et on avance. Insinuer ça, c'est quoi ? Démagogique ? Farfelu ? Complotiste ? Paranoïaque ? La réponse sur la crise actuelle du Covid-19 est intéressante et fera peut-être l'objet d'une vidéo décodage. Mais je tenais à commencer cette vidéo sur les mots de Laurence Saillé, car je pense qu'elle a exprimé clairement ce que beaucoup de personnes pensent. Salutations à tous, bienvenue dans En PLS, l'éveil nourri par le savoir. Je tenais à commencer cette vidéo sur les mots de Laurence Saillé, car cela met parfaitement en lumière deux choses. D'abord, que l'ignorance de l'histoire est extrêmement répandue chez beaucoup de personnes. Ensuite, que la volonté mentale de considérer coûte que coûte que notre gouvernement est incapable de nous faire du mal intentionnellement est très forte, quitte à occulter l'histoire passée et présente. Vous nous dites que les politiques ont décidé de laisser mourir les Français parce qu'ils ont un intérêt. Nos politiques ont-ils dans le passé déjà fait cela ? Nous avons un début de réponse dans la vidéo précédente sur le réseau Gladio en Italie que je vous invite à voir. Cette fois, nous allons voir qu'en France, il n'y a pas si longtemps, un scandale sanitaire que l'on peut sans exagérer qualifier de monstrueux, tant dans les faits que dans son traitement judiciaire, s'est produit. Retour dans les années 80. En 1981, les premiers cas d'une maladie nommée SIDA apparaissent sur la côte ouest des États-Unis. En 1983, les travaux des professeurs Luc Montagnier, Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Sherman de l'Institut Pasteur en France permettent d'isoler le virus, le nommant LAV, lymphadénopathie associative de virus, et de découvrir des anticorps spécifiques chez le patient atteint du sida. En 1985, on découvre que les personnes séropositives peuvent transmettre le virus. Il y a donc nécessité de dépister les personnes porteuses du virus, car le risque de contagion par le sang est réel. Alors, quelles vont être les réactions des autorités publiques et sanitaires françaises face à ce virus et à la problématique du don de sang ? Il faut savoir que le 20 juin 1983, Jacques Roux, directeur général de la santé, publie une circulaire suggérant d'écarter les personnes potentiellement à risque des dons de sang, les homosexuels, les toxicomanes et les hémophiles entre autres. Elle n'est qu'une recommandation et n'a pas de valeur contraignante. Cette circulaire, bien que de bon sens et allant dans le bien commun, va être ignorée. Le 13 janvier 1984, Myriam Ezrati, directrice générale de l'administration pénitentiaire, ordonne au directeur de prison d'augmenter la fréquence des prélèvements de sang des détenus. Il n'est pas très compliqué de comprendre que cette décision va augmenter le risque de récupérer du sang contaminé par le virus du sida et de potentialiser à la hausse le nombre de victimes de ce dernier. Alors que fait-on d'une personne qui a une capacité de jugement telle que face à une maladie se transmettant par le sang, elle décide d'augmenter les prélèvements de sang d'une population carcérale? Eh bien, on la nomme première présidente de la Cour d'appel de Paris, de 1988 à 1996. Ensuite, on la décore de la Légion d'honneur au grade d'officier en 1989, puis au grade de commandeur en 1998. Champion du monde. Notre bon sens peut nous souffler qu'une des premières choses à faire, c'est de dépister les donneurs. Mais les autorités françaises ne fonctionnent pas avec le même paradigme manifestement, puisqu'il faudra attendre le 1er août 1985 pour que Laurent Fabius, Premier ministre à l'époque, rende obligatoire le dépistage pour les donneurs. Rappelez-vous qu'à ce moment-là,
Nous savons déjà depuis quelques mois que les personnes séropositives peuvent transmettre le virus et que la circulaire de Jacques Roux de 1983 témoigne déjà de l'idée du risque de transmission du sida par le sang. Le 29 avril 1985, Fabius apprend par son conseiller que l'Institut Pasteur serait en mesure de prendre une large part du marché français pour les tests, à condition que soit mise en place une gestion astucieuse du calendrier. Cela veut dire quoi concrètement ? Eh bien que Fabius s'est vu suggérer d'attendre que l'Institut Pasteur soit prêt pour rendre obligatoire le dépistage des donneurs et ainsi ne pas perdre de part de marché face aux autres instituts qui, eux, étaient déjà prêts à fournir des tests. Concrètement, des citoyens innocents ont été contaminés pour le bien-être financier de l'Institut Pasteur avec la complicité du Premier ministre de la France, conscient, à ce moment-là, de la situation délicate dans laquelle il mettait ses concitoyens. Pour ce qui est du sang déjà prélevé et potentiellement contaminé, à la fin de l'année 1984, on sait que chauffer les extraits de plasma permet d'inactiver le virus contenu dans les échantillons de sang prélevés. Chauffer le sang permet donc d'utiliser ce dernier sans risque. Mais le sang ne sera pas chauffé suffisamment et du sang non chauffé continuera de circuler jusqu'en 1985, contaminant encore des personnes innocentes. C'est la journaliste Anne-Marie Casteret qui publiera un article prouvant que le Centre national de transfusion sanguine a sciemment distribué du sang contaminé de 1984 à 1985. Au niveau politique, le Premier ministre Laurent Fabius, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale Georgina Dufoy et Edmond Hervé, ancien secrétaire d'État chargé de la santé, sont mis en cause. Georgina Dufoy aura cette célèbre formule du 4 novembre 1991 sur TF1 « Je me sens profondément responsable, pour autant, je ne me sens pas coupable parce que vraiment, à l'époque, on a pris des décisions dans un certain contexte qui étaient pour nous des décisions qui nous paraissaient justes. » Ces décisions lui ont paru tellement justes qu'elle s'est convertie au protestantisme évangélique. Peut-être des péchés à expier, mystère et poche de plasma. Bilan, on estime que 1350 hémophiles ont été contaminés par le VIH et qu'un millier d'entre eux sont décédés. Au final, il y aura 3 procès. Le procès des médecins, 4 médecins mis en cause, mais seulement 2 feront de la prison. L'ancien directeur du CNTS, Michel Garetta, 4 ans de prison ferme. Jean-Pierre Alain, responsable jusqu'en 1986 du département de recherche et développement du CNTS et des produits hémophiliques, et clinicien référent, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 2 autres pour non-assistance à personne en danger, donc en vrai 2 ans de prison ferme. Et c'est tout. Fabius ? Georgina Dufoy ? Relaxé. Quant à Edmond Hervé, il a été condamné, mais dispensé de peine parce que... Mais je peux pas vous dire plus. Voilà, pardon. Voilà. Tous les autres procès contre les conseillers ministériels et d'autres médecins se sont terminés en 2003 avec un non-lieu. Et le sang contaminé en stock dans tout ça, a-t-il été détruit ? Eh bien non, on ne va pas gâcher. C'est le laboratoire Mérieux qui l'a commercialisé à l'étranger. Tunisie, Libye, Iran, Irak, Grèce, etc. Au moins 1000 enfants sont morts du sida avec cette opération commerciale. Il y a eu des plaintes, bien sûr, mais pas de condamnation. À préciser que Mérieux est une filiale de Sanofi. Que du beau monde dont le métier est notre santé, officiellement. Je vous laisse comme d'habitude les liens qui m'ont permis de faire cette vidéo pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet, à savoir qu'en fouillant, vous trouverez d'autres personnalités et sociétés connues impliquées dans cette affaire sordide. Durant mes recherches, je suis tombé sur un autre scandale, et très récent car datant de 2018. Alexandre Berthelot, ex-dirigeant d'Haemonetics France, société qui commercialise des appareils de prélèvement de sang, a dénoncé la mise en danger des donneurs et des receveurs qui sont exposés à des poussières cancérigènes. Rien que ça. Là encore, les responsables sont conscients des dangers, mais quelque part, pourquoi faire plus attention quand on voit les condamnations ridicules et peu probables auxquelles ils sont exposés ?
Reprenons maintenant la phrase provocatrice de Laurence Saillé à Florian Philippot. Vous nous dites que les politiques ont décidé de laisser mourir les Français parce qu'ils ont un intérêt. Eh bien, en quoi est-ce farfelu ou complotiste ? Cela s'est déjà produit, et l'affaire du sang contaminé n'est malheureusement pas la seule. Dans cette affaire, oui, les politiques ont laissé mourir des Français, c'est factuel, et cela a été jugé. Et pour rebondir sur l'actualité avec le fameux vaccin Pfizer, qui n'est en aucun cas un vaccin, mais une thérapie génique, il faut savoir que Pfizer a effectué au Nigeria des essais illégaux de médicaments qui ont tué ou handicapé des enfants en 2007. Et en 2009, Pfizer a été condamné par la justice américaine à une amende record de 2,3 milliards de dollars pour vente frauduleuse de médicaments. La question est simple. Feriez-vous confiance à quelqu'un qui tue des enfants ? Cette question n'est pas un raccourci ou de la démagogie. Ils ont fait des essais illégaux sur des enfants, c'est un fait. Cela montre clairement leur éthique. Enfin, une question que je me pose. Les personnes ayant eu la thérapie génique de Pfizer seront-elles autorisées à faire des dons de sang ? Quel en sera le résultat ? Mystère et poche de plasma. À travers l'histoire et ces événements, nous pouvons savoir de quoi sont capables nos dirigeants. Il n'est pas interdit de faire preuve d'intelligence et de bon sens. J'espère avoir été utile. Si vous trouvez mon travail efficace, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Je vous dis peut-être à bientôt. Paix sur vous.